Elle a d'abord cru que c'était le vent qui cognait contre les volets de tôle, puis elle a compris que c'était lui qui rentrait, et que le bruit du métal contre le mur signifiait qu'il avait encore bu, et que dans quelques secondes elle allait devoir choisir entre se cacher et se figer, sachant que les deux options menaient exactement au même endroit. 3 ans plus tôt, cette même femme dansait pieds nus sur une terrasse à Lyon, un téléphone collé à l'oreille, riant si fort que sa voisine du dessus avait tapé au plafond pour qu'elle se taise. Elle disait à sa meilleure amie qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment. Quelqu'un qui, pour la première fois depuis la mort de sa mère, lui donnait l'impression que respirer ne demandait plus un effort. Ce quelqu'un s'appelait Kwame. Et ce que personne, pas même elle, ne pouvait savoir ce soir-là, c'est que cet homme au sourire désarmant allait un jour lui confisquer son passeport en lui disant que c'était pour la protéger, murer ses journées derrière un mur d'enceinte à la périphérie d'Accra et faire de sa vie un espace si réduit qu'elle finirait par oublier le son de sa propre voix quand elle n'avait pas peur. Voici l'histoire de Camille Rousseau. Une histoire qui commence comme toutes les grandes histoires d'amour et qui se termine dans une pièce sans fenêtre, avec une photographie glissée sous une porte, prise en cachette par une main qui refusait d'abandonner. Camille Rousseau avait 26 ans quand sa mère est morte et elle en avait 29 quand elle a quitté la France pour de bon. Entre ces deux âges, il y a eu 3 années de silence intérieur qu'elle n'aurait su décrire à personne, pas même à elle-même. Elle avait grandi à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, fille unique d'une mère infirmière et d'un père qu'elle avait à peine connu, parti avant ses 5 ans, pour un ailleurs qui n'avait jamais précisé. Sa mère, Élisabeth, avait élevé Camille seule, avec une tendresse un peu rugueuse, faite de sacrifices tus et d'amour jamais formulés à voix haute, mais visibles dans chaque geste. Les repas préparés après des gardes de nuit, les mots d'encouragement glissés dans le cartable, les samedis passés à réviser ensemble malgré la fatigue. Camille était devenue institutrice, comme par prolongement naturel de ce qu'elle avait reçu. Elle aimait les enfants avec une patience qui étonnait ses collègues. Une capacité à voir au-delà du comportement immédiat pour deviner ce qui, dans la vie d'un enfant difficile, expliquait sa difficulté. Elle avait ce même regard pour les adultes, d'ailleurs une propension à chercher les raisons derrière les failles, à excuser avant de juger, à donner une deuxième, une troisième, une quatrième chance à quiconque semblait souffrir. C'était une qualité magnifique chez une institutrice. Ce serait plus tard la faille exacte que Kwame saurait identifier et exploiter avec une précision presque chirurgicale. Elle avait eu des histoires d'amour avant. Rien de dramatique, rien de mémorable non plus. Un compagnon pendant ses études, avec qui elle avait vécu 4 ans, sans que cela ressemble jamais à une évidence. Puis quelques rencontres plus brèves, plus tièdes, qui se dissolvaient d'elles-mêmes faute d'intensité suffisante pour justifier qu'on s'y accroche. Et puis il y avait eu la maladie de sa mère, un cancer découvert tard, agressif, qui avait consumé Elisabeth Rousseau en 14 mois. Camille avait pris un congé pour l'accompagner, avait dormi sur un fauteuil d'hôpital plus de nuits qu'elle ne pouvait en compter, avait tenu la main de sa mère jusqu'au dernier souffle dans une chambre qui sentait l'antiseptique et les fleurs fanées apportées par des visiteurs de moins en moins nombreux. Après l'enterrement, Camille était rentrée dans l'appartement qu'elle partageait avec sa mère et avait compris, avec une clarté glaçante, qu'elle était seule. Pas seule au sens de célibataire seule au sens absolu, sans personne dont la vie était entrelacée à la sienne, au point de constituer un foyer. Des amis, oui. Une tante à Grenoble, oui. Des collègues sympathiques, oui. Mais plus personne pour qui, elle, était le centre de quoi que ce soit. C'est cette solitude-là, précise, datée, identifiable, que Kwame Mensah Boateng allait rencontrer un soir de printemps, sur une application de rencontre que Camille avait installée presque par défi envers elle-même, pour prouver qu'elle n'avait pas complètement renoncé à vivre. Elle se souvenait encore de la photo de profil qu'elle avait vue en premier. Un homme au sourire large, appuyé contre une voiture qu'elle ne saurait identifier, dans une rue qu'elle imaginait africaine sans pouvoir dire pourquoi. Il se présentait comme un entrepreneur dans l'import-export, originaire de Koumazi, vivant entre Accra et divers pays pour ses affaires. Sa biographie était courte, mais soigneusement rédigée, sans faute, avec une touche d'humour qui laissait deviner une intelligence vive. Le premier message qu'il lui avait envoyé ne ressemblait à aucun des messages creux qu'elle avait reçus jusque-là. Il ne parlait pas de son physique. Il avait remarqué dans son profil une photo prise devant une école et il lui avait demandé si elle aimait vraiment son métier ou si elle l'avait choisi par défaut, comme tant de gens choisissent leur vie par défaut. La question l'avait saisie. Elle y avait répondu longuement, sincèrement,
et il avait répondu à son tour avec la même sincérité apparente, racontant comment il avait lui-même dû, jeune, choisir entre poursuivre des études qu'il ne pouvait financer et se lancer tôt dans le commerce pour aider sa famille. Les semaines suivantes avaient été un vertige de messages. Kwame écrivait le matin, avant même qu'elle ne soit levée, de petites phrases qui lui donnaient l'impression d'être la première pensée de sa journée. Il écrivait le soir, longuement, sur des sujets qui allaient bien au-delà de la simple séduction, la philosophie, la famille, la mort, la foi, l'ambition. Il posait des questions sur sa mère, sur son deuil, avec une délicatesse qui la bouleversait jamais intrusif, toujours patient, toujours prêt à recevoir ce qu'elle avait à dire sans jamais la brusquer. « Tu portes ce deuil comme une pierre au fond d'une poche », lui avait-il écrit un soir. « Tu ne la montres jamais, mais elle pèse à chaque pas. Moi, je ne veux pas alléger ta poche. Je veux juste marcher à côté de toi pendant que tu la portes. » Camille avait pleuré en lisant cette phrase. Elle l'avait relue une dizaine de fois, l'avait montrée à sa meilleure amie, Solène, qui avait trouvé cela un peu trop parfait, non ? Remarque que Camille avait balayé d'un revers de main, agacée qu'on puisse suspecter de la duplicité derrière une telle délicatesse. Il s'était appelé pour la première fois après 6 semaines d'échanges écrits. Sa voix était grave, posée, avec un accent qui roulait doucement les mots français, un accent qu'elle avait trouvé immédiatement rassurant, presque familier alors qu'elle l'entendait pour la première fois. Ils avaient parlé 4 heures d'affilée, sans épuiser le sujet, sans ce silence gêné qui marque habituellement la fin d'une conversation téléphonique entre inconnus. Après cet appel, Kwame avait commencé à l'appeler chaque soir, à heure fixe, avec une régularité qui avait quelque chose de rassurant pour une femme dont la vie, depuis la mort de sa mère, manquait cruellement de structure. Elle attendait cet appel comme on attend un rituel sacré. Elle organisait ses soirées autour de lui sans même s'en rendre compte, refusant des invitations de Solène en prétextant une fatigue qu'elle ne ressentait pas vraiment, simplement pour être disponible à l'heure où le téléphone sonnerait. Après 4 mois, Kwame avait évoqué pour la première fois l'idée qu'elle vienne le voir à Accra. Il avait présenté cela avec prudence, presque avec réticence, disant qu'il ne voulait surtout pas la brusquer, qu'il comprenait si l'idée lui paraissait folle, qu'un voyage vers un pays qu'elle ne connaissait pas pour un homme qu'elle n'avait jamais rencontré en personne pouvait sembler déraisonnable. C'est précisément cette prudence affichée qui avait convaincu Camille de dire oui. Un homme manipulateur, pensait-elle, aurait insisté, aurait fait pression. Lui semblait au contraire soucieux de sa sécurité, presque protecteur avant même qu'ils ne se soient rencontrés. Elle ne savait pas encore que cette prudence n'était pas de la sollicitude, mais une stratégie éprouvée, celle de laisser la victime croire qu'elle est maîtresse de la décision, pour mieux s'assurer plus tard qu'elle en assumera seule toutes les conséquences. Sa tante Marion, la sœur de sa mère, avait été la première à s'inquiéter ouvertement. Lors d'un déjeuner à Grenoble, elle avait posé sa fourchette et regardé Camille droit dans les yeux. « Tu n'as jamais vu cet homme. Tu ne sais rien de sa vie réelle, de ses amis, de sa famille, si ce n'est ce qu'il choisit de te raconter. Et tu veux t'envoler seul vers un pays à des milliers de kilomètres pour vivre chez lui ?» Camille avait défendu Kwame avec une véhémence qui avait surpris sa tante. Elle avait parlé d'intuition, de connexion, de destin, des mots qui, sortis de la bouche d'une institutrice habituellement pragmatique, sonnaient étrangement, comme empruntés à quelqu'un d'autre. Marion avait laissé tomber, avec ce mélange d'inquiétude et de résignation propre à ceux qui savent qu'insister ne fera que précipiter la rupture qu'ils redoutent. Le voyage était prévu pour dans 3 mois. Camille avait posé sa démission, non pas un congé, une véritable démission, geste que même Solène avait jugé prématuré, expliquant à sa direction qu'elle partait rebâtir sa vie ailleurs. Elle avait vendu une partie de ses meubles, donné le reste, et gardé dans 2 valises tout ce qu'elle jugeait essentiel de sa vie d'avant. La veille de son départ, elle avait dîné une dernière fois avec Solène, qui lui avait dit, la gorge nouée, « Promets-moi juste que si quelque chose ne va pas, tu reviens, peu importe quand, peu importe pourquoi. » Camille avait promis, avec la légèreté de celle qui ne croit pas un instant qu'elle aura un jour à tenir cette promesse, appel à l'action. Ce que Camille ne savait pas encore, c'est que l'homme qu'elle s'apprêtait à rejoindre avait déjà, par le passé, séduit d'autres femmes étrangères sous de fausses identités, et que le schéma qu'il s'apprêtait à reproduire avec elle n'avait rien d'improvisé. Si des histoires comme celle-ci vous bouleversent autant qu'elles nous bouleversent nous-mêmes, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Chaque semaine, nous racontons des histoires vraies, des destins brisés puis reconstruits, pour que la mémoire de ce qu'ont enduré ces femmes et ces hommes serve, un jour, à protéger quelqu'un d'autre. Activez la cloche de notification, partagez cette vidéo autour de vous, et surtout, si vous reconnaissez dans ce récit des signes que vous vivez vous-même, sachez qu'il existe toujours un chemin vers la sortie. Revenons maintenant à Camille, qui s'apprête à embarquer pour Accra. L'aéroport Kotoka d'Accra, grouillé d'une chaleur humide qui saisit Camille dès la sortie de l'avion, une chaleur si différente du printemps lyonnais qu'elle avait l'impression physique de changer de monde en quelques mètres de couloir.
Elle avait cherché son visage dans la foule des personnes attendant à la sortie, le cœur battant d'une excitation presque douloureuse. Et puis, elle l'avait vu, plus grand qu'elle ne l'imaginait, vêtu d'une chemise claire impeccablement repassée, un bouquet de fleurs à la main, un geste qu'elle avait trouvé touchant, presque suranné, dans un pays où elle ne s'attendait pas à ce rituel occidental. Il l'avait serrée contre lui longuement, murmurant des mots dans une langue qu'elle ne comprenait pas du tout, lui expliquerait-il plus tard, la langue de son enfance à Koumassi, avant de reprendre en français. « Tu es encore plus belle en vrai. J'avais peur que ce moment ne soit qu'un rêve. » Les premiers jours avaient été, de l'aveu même de Camille dans les témoignages qu'elle livrerait bien plus tard, parmi les plus heureux de sa vie. Kwame l'avait installée dans un appartement moderne du quartier d'Ossou, l'un des quartiers les plus animés d'Accra, proche de restaurants, de plages, d'une vie urbaine trépidante qui lui rappelait, en plus chaud et en plus coloré, certains quartiers de Lyon. Il l'emmenait chaque jour découvrir un nouveau lieu, le marché de Makola, où les couleurs et les odeurs se mêlaient dans un vacarme joyeux, la plage de l'Abadie, où ils avaient marché main dans la main au coucher du soleil, le fort de Christiansborg, dont il lui racontait l'histoire douloureuse avec une gravité qui la touchait, preuve, pensait-elle, de sa profondeur intellectuelle et morale. Il la présentait à des amis, ou du moins à des hommes qu'il présentait comme tels, dans des bars où l'on servait de la bière locale et où la musique restait toujours un peu trop forte pour permettre de vraies conversations. Camille remarquait, sans y prêter une attention particulière sur le moment, que ces mêmes visages ne revenaient jamais deux fois, que Kwame changeait fréquemment de cercle social, expliquant cela par la nature de ses affaires, toujours en mouvement, toujours entre deux rendez-vous. Elle remarquait aussi, sans s'en inquiéter réellement, qu'il s'absentait parfois 2 ou 3 jours entiers pour affaires, sans qu'elle sache jamais précisément où il allait ni ce qu'il faisait. Il revenait toujours les bras chargés de petits cadeaux, un tissu traditionnel, un bijou, une boîte de chocolat importé, et l'absence semblait alors se dissoudre dans la joie des retrouvailles, comme si le cadeau effaçait rétroactivement le manque. 1 mois après son arrivée, Kwame lui avait demandé son passeport. Il y a eu plusieurs vols dans l'immeuble récemment, avait-il expliqué, l'air préoccupé. Je préfère le garder dans mon coffre-fort, au bureau. C'est plus sûr que de le laisser ici, où n'importe qui pourrait entrer pendant que nous sommes sortis. Camille avait hésité une fraction de seconde. Un passeport est, pour toute Française à l'étranger, un objet presque sacré, la garantie ultime de pouvoir rentrer chez soi si les choses tournaient mal. Mais l'explication semblait raisonnable, et surtout, elle ne voulait pas paraître méfiante envers un homme qui, chaque jour, lui prouvait son attachement par 1000 petites attentions. Elle avait remis le document, sans imaginer une seconde qu'elle venait de céder, sans le savoir, la première pièce d'un dispositif qui allait progressivement l'enfermer. Les semaines suivantes avaient vu naître les premières fissures, si fines qu'elles semblaient à peine dignes d'être remarquées. Un soir, elle avait mentionné, en passant, un message reçu d'un ancien collègue de l'école primaire où elle enseignait, un homme nommé Julien, qui prenait simplement de ses nouvelles. Le visage de Kwame s'était fermé instantanément. « Pourquoi cet homme t'écrit-il encore ?»« Que veut-il » Camille avait ri, pensant qu'il plaisantait. « C'est juste un collègue, Kwame. On travaillait ensemble. » Mais Kwame n'avait pas ri en retour. Il s'était levé, avait fait quelques pas dans le salon, les mâchoires serrées, avant de revenir s'asseoir face à elle, la voix redevenue douce, mais chargée d'une intensité nouvelle. « Je ne dis pas que tu as fait quelque chose de mal. Je dis juste que les hommes ne restent jamais amis avec une femme sans raison. Il attend son moment. Ce sont des choses que je connais, Camille. Je préférerais que tu ne lui répondes plus. » Elle avait trouvé la demande étrange, disproportionnée même, mais elle l'avait accordée sans grande résistance, se disant qu'un homme aussi investi dans leur relation pouvait bien nourrir quelques insécurités passagères. Elle n'avait pas conscience, à ce moment précis, qu'elle venait de franchir la première marche d'un escalier qui ne remontait jamais. Le resserrement, lorsqu'on l'observe de l'extérieur, semble toujours évident, presque grossier. Vu de l'intérieur, il n'a jamais cette clarté. Il se distille goutte à goutte, dans des gestes qui, pris isolément, ressemblent tous à de la sollicitude, à de l'amour, à une inquiétude légitime. 3 mois après son arrivée, Camille avait quitté l'appartement d'Osu pour s'installer dans une maison que Kwame avait, disait-il, achetée récemment, en périphérie d'Accra, dans une zone plus calme et, selon lui, plus sûre. La maison était entourée d'un haut mur de béton surmonté de tessons de verre. Comme la plupart des habitations du quartier, une architecture défensive courante dans la région, lui avait expliqué Kwame, rien d'exceptionnel, simplement une précaution contre les cambriolages. Sauf que cette maison se trouvait à plus de 40 minutes du centre-ville, loin des transports en commun réguliers, loin des amis qu'elle aurait pu commencer à se faire, loin de tout ce qui aurait pu constituer, pour elle, un point d'ancrage indépendant de Kwame.
Il lui avait offert un téléphone portable local, disant que cela simplifierait les communications sur place, que les appels internationaux depuis son téléphone français coûteraient une fortune. Camille avait accepté avec gratitude, sans remarquer immédiatement que Kwame avait, dans la foulée, commencé à consulter cet appareil par curiosité, puis par habitude, puis sans qu'aucune transition explicite ne soit jamais formulée, comme si cela relevait simplement de l'ordre naturel des choses. Il lisait ses messages avant elle, parfois. Il posait des questions sur chaque contact enregistré. Une amie d'enfance, qui lui avait écrit pour prendre de ses nouvelles, devenait, dans la bouche de Kwame, une femme jalouse, cherchant à la récupérer loin de lui. Une collègue restée en contact devenait une manipulatrice, cherchant à la faire douter d'elle-même. « Ta famille ne t'a jamais vraiment soutenu », lui répétait-il régulièrement, avec une conviction qui, à force de répétition, finissait par s'imprimer dans l'esprit de Camille comme une évidence indiscutable. Ta tante t'a toujours vu comme une enfant incapable de décider seule. Moi, je crois en toi. Moi, je vois qui tu es vraiment. Camille, dont la mère venait de mourir et dont le lien avec sa famille restante était déjà fragilisé par la distance et le deuil, trouvait dans ses paroles un réconfort pervers. L'idée qu'un seul homme puisse la comprendre entièrement, alors que le reste du monde échouait à le faire, flattait quelque chose de profondément blessé en elle. Les appels avec Marion s'étaient espacés. D'abord hebdomadaires, puis mensuels, puis presque inexistants. Chaque conversation devenait un terrain miné. Si Camille racontait un moment heureux, Marion s'inquiétait de la rapidité avec laquelle sa nièce avait tout abandonné pour cet homme. Si Camille évoquait une difficulté même minime, Marion insistait pour qu'elle rentre en France immédiatement. Camille, fatiguée de se justifier dans les deux sens, avait fini par espacer les appels elle-même, préférant l'absence de conversation à cette tension permanente. Elle ne travaillait pas, Kwame avait insisté pour qu'elle ne cherche pas d'emploi immédiatement, arguant qu'elle devait d'abord s'adapter au pays, apprendre les codes locaux, se familiariser avec une culture différente avant de songer à s'y insérer professionnellement. Elle n'avait donc plus de revenus propres, dépendant entièrement de l'argent que Kwame lui donnait au compte-gouttes pour les dépenses du quotidien. Cet argent, elle le recevait en liquide, jamais par virement, jamais sur un compte qui aurait pu lui appartenir en propre. Kwame gérait tout, le loyer, les factures, les courses, dont il assurait généralement l'achat lui-même, disant préférer choisir ce qu'il mangerait. Quand Camille avait besoin de quelque chose de spécifique, un vêtement, un produit d'hygiène particulier, elle devait le lui demander, et il décidait, selon une logique qu'elle ne parvenait jamais à anticiper, d'accéder ou non à sa demande. « Pourquoi as-tu besoin de 150 € pour des vêtements ?» lui avait-il demandé un jour, sur un ton où perçait déjà une irritation nouvelle. « Tu en as déjà beaucoup, tu ne les portes même pas tous. » Camille avait renoncé à l'achat, non par manque d'envie, mais par lassitude anticipée face à la discussion qu'une telle demande semblait systématiquement déclencher. Elle avait appris, sans jamais formuler cet apprentissage explicitement, qu'il valait mieux vouloir moins que de risquer le conflit. Un soir, elle avait évoqué l'idée de reprendre contact avec l'ambassade de France, simplement pour s'enregistrer comme résidente à l'étranger, une démarche administrative banale que tout expatrié effectue. Kwame s'était figé. « Pourquoi as-tu besoin de faire ça ? Tu me fais pas confiance ? Tu crois que j'ai quelque chose à cacher ?» Elle avait tenté d'expliquer que ce n'était qu'une formalité, sans lien avec la confiance qu'elle lui portait. Mais la discussion avait dégénéré en une dispute qui avait duré toute la soirée, Kwame répétant en boucle qu'elle cherchait visiblement une échappatoire, qu'elle ne l'aimait pas vraiment, qu'elle regrettait déjà d'être venue. Épuisée, Camille avait fini par abandonner l'idée, simplement pour que la dispute cesse. Elle ne s'en rendait pas compte alors. Mais elle venait, une fois de plus, de renoncer à un lien qui aurait pu, des mois plus tard, la sauver bien plus tôt qu'elle ne le serait. Il n'y a jamais, dans ces histoires, un unique moment de bascule que l'on pourrait pointer du doigt avec certitude. Il y a, en revanche, des seuils, des lignes franchies pour la première fois, qui ne sont jamais entièrement effacées ensuite, même quand elles semblent, sur le moment, être des incidents isolés. Pour Camille, ce seuil fut franchi un soir, environ 8 mois après son arrivée à Accra, lorsqu'elle avait osé, pour la première fois depuis longtemps, exprimer une contrariété directe envers Kwame. Il était rentré tard, sentant l'alcool, après avoir prétendu être en réunion d'affaires. Camille, qui l'avait attendu des heures sans nouvelles, inquiète, avait fini par lui reprocher son silence, son absence de message, l'angoisse qu'elle avait ressentie en imaginant qu'il lui était arrivé quelque chose. « Tu m'espionnes maintenant ?» avait-il répondu, la voix soudain glaciale. « Tu comptes mes heures ? Tu te prends pour ma mère ?» Elle avait tenté de désamorcer, expliquant qu'elle s'inquiétait simplement, qu'elle l'aimait,
et que son silence l'avait effrayé. Mais Kwame, ce soir-là, n'était pas dans une disposition à entendre l'apaisement. Il s'était approché d'elle, l'avait saisie par le bras avec une force qui l'avait fait crier de douleur, la secouant en répétant qu'elle ne le respectait pas, qu'elle voulait le contrôler comme tout le monde avait toujours voulu le contrôler. Il l'avait relâchée aussi vite qu'il l'avait saisie, comme surpris lui-même par son propre geste, et s'était effondré sur le canapé, la tête dans les mains, murmurant des excuses qui se transformaient rapidement en explications, la pression de ses affaires, la fatigue accumulée, la peur, disait-il, de la perdre elle aussi, comme il avait perdu d'autres personnes auparavant. Il pleurait, ou semblait pleurer, et Camille, sonnée par la douleur à son bras, mais plus encore par la confusion de la situation, s'était retrouvée à le consoler, lui, alors que c'était elle qui portait une marque rouge qui deviendrait le lendemain un bleu violacé. Le lendemain matin, Kwame lui avait apporté le petit déjeuner au lit, quelque chose qu'il n'avait plus fait depuis des mois. Il avait déposé sur la table de nuit un petit paquet contenant un bracelet en or, disant qu'il ne se pardonnerait jamais ce qui s'était passé, que cela ne se reproduirait plus jamais, qu'elle était la personne la plus précieuse de sa vie, et qu'il avait honte, tellement honte, de son geste. Camille avait pleuré, avait accepté ses excuses, avait même fini par se convaincre que c'était en partie sa propre faute. N'aurait-elle pas dû formuler son inquiétude autrement, plus doucement, sans lui donner l'impression d'être surveillée? Cette gymnastique mentale, cette capacité à retourner contre soi-même la responsabilité d'un acte de violence, deviendrait, dans les mois suivants, un mécanisme qu'elle répéterait presque automatiquement. L'incident ne resta pas isolé. Les mois suivants virent se répéter, avec une fréquence croissante, ce même cycle. Une tension qui montait, souvent déclenchée par un prétexte minime, une question posée d'un ton jugé accusateur, un retard dans la préparation d'un repas, un regard qu'il interprétait comme un manque de respect suivi d'une explosion, verbale d'abord, puis de plus en plus souvent physique, suivi enfin d'un repentir intense, de cadeaux, de promesses, d'une tendresse redoublée, qui, paradoxalement, ravivait chez Camille l'espoir que l'homme dont elle était tombée amoureuse au début n'avait pas complètement disparu. C'est ce cycle précis, ce mouvement de balancier entre terreur et tendresse, que les psychologues spécialisés dans les violences conjugales nomment l'emprise cyclique, un mécanisme qui, loin d'être le fruit du hasard, agit comme un conditionnement méthodique, rendant la victime chimiquement et émotionnellement dépendante de l'alternance elle-même, au point qu'elle finit par redouter la fin de la relation plus que sa continuation. Camille ne parlait plus à personne de ce qui se passait réellement dans cette maison. Quand Solène, par un des rares messages qui parvenait encore à passer, demandait comment allait sa vie au Ghana, Camille répondait par des photos de plage, de couchers de soleil, de plats colorés, construisant sans même s'en rendre pleinement compte une façade que personne, de loin, n'aurait pu percer. Vers la fin de la première année, Kwame avait pris une décision qui allait sceller définitivement l'isolement de Camille. Il l'avait convaincue de renoncer à son propre téléphone français, arguant que garder 2 numéros n'avait aucun sens pratique et représentait une dépense inutile. Elle avait fini par accepter, non sans un pincement au cœur qu'elle avait tenté d'ignorer, se départissant ainsi du dernier fil ténu qui la reliait directement, sans filtre, à sa vie d'avant. Désormais, toute communication avec l'extérieur transitait par le téléphone que Kwame lui avait offert, un appareil dont il connaissait le code, qu'il consultait librement et dont il pouvait, à sa guise, limiter l'accès à Internet en prétextant des factures impayées ou des problèmes de réseau. La maison elle-même était devenue un espace de plus en plus restreint. Kwame avait engagé, quelques mois plus tôt, un gardien nommé Yao, officiellement chargé de la sécurité du domicile contre d'éventuels cambriolages, mais dont Camille comprendrait plus tard qu'il avait pour instruction implicite de rapporter à Kwame chacun de ses mouvements, chaque sortie, chaque visiteur éventuel. Elle ne sortait presque plus seule. Quand elle le faisait, c'était généralement pour de courtes courses au marché voisin, toujours sous le regard de Yo, toujours avec une somme d'argent comptée au plus juste, ne lui laissant aucune marge pour, par exemple, mettre de côté quelques billets en vue d'une fuite éventuelle idée qui, de toute façon, ne l'effleurait pas encore clairement à ce stade, tant son esprit avait appris à ne plus envisager cette relation comme quelque chose dont on pouvait sortir, mais comme un état permanent qu'il fallait simplement apprendre à mieux gérer. Adjoa Owusu, la voisine dont la maison jouxtait celle de Kwame et Camille, avait commencé, durant cette période, à remarquer des éléments qui l'inquiétaient. Une femme âgée d'une 50aine d'années, mère de 3 enfants elle-même adultes, Adjoa avait vécu suffisamment longtemps dans ce quartier pour connaître les silences suspects, les cris étouffés derrière des murs de béton, les regards fuyants des femmes qui n'osaient rien dire. Elle avait, à plusieurs reprises, entendu des éclats de voix provenant de la maison voisine, tard le soir,
suivi parfois d'un silence plus inquiétant encore que le bruit lui-même. Elle avait aperçu, une fois, Camille au marché, portant des lunettes de soleil malgré un ciel couvert, un geste dont Adjoa avait immédiatement compris la véritable fonction. Elle n'avait rien dit, cette fois-là, hésitant encore à s'immiscer dans ce qu'elle percevait comme les affaires privées d'un couple hésitation que beaucoup de témoins de violences domestiques connaissent, cette peur de se tromper, d'aggraver la situation par une intervention maladroite, de subir elle-même des représailles de la part d'un homme visiblement instable. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Marion Rousseau vivait sa propre torture silencieuse. Les messages de Camille s'étaient réduits à quelques lignes espacées de plusieurs semaines, toujours rassurantes en surface, toujours évasives sur les détails concrets de son quotidien. Marion avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir un numéro de téléphone fixe, une adresse précise, quoi que ce soit qui lui permettrait, en cas de besoin, de localiser réellement sa nièce. Camille, sous une pression qu'elle ne formulait jamais explicitement, mais que Marion sentait affleurer entre les lignes, éludait systématiquement ses demandes. Elle a changé sa façon d'écrire, avait un jour confié Marion à une amie, incapable d'expliquer précisément ce qu'elle voulait dire par là, mais convaincue, avec cette intuition presque animale que possèdent certaines personnes proches, que quelque chose dans la voix de sa nièce, même à travers un simple texte, ne sonnait plus juste. Elle avait fini par contacter le consulat de France à Accra, tombant sur un fonctionnaire compréhensif, mais impuissant. Sans preuve concrète de danger, sans demande explicite de la principale intéressée, les autorités consulaires ne pouvaient légalement intervenir. Camille, en tant qu'adulte, avait le droit de vivre où bon lui semblait, avec qui bon lui semblait, aussi inquiétante que puisse paraître cette situation vue de l'extérieur. C'est cette même année que Kwamez avait commencé à évoquer, pour la première fois, l'idée d'un enfant. Il en parlait avec une intensité nouvelle, presque suppliante, expliquant qu'un enfant les lirait pour toujours, qu'il voulait fonder une vraie famille avec elle, qu'un enfant réparerait tout ce qui, disait-il, avait pu se briser entre eux ces derniers temps. Camille, dont l'horloge biologique et la solitude affective créaient un terrain psychologiquement fertile pour cette proposition, s'était laissé convaincre contre toute logique apparente compte tenu de la précarité de leur situation. Elle était tombée enceinte quelques mois plus tard, grossesse, qui, hélas, se terminerait par une fausse couche survenue au 4e mois, un drame vécu presque entièrement seul, dans une clinique locale dont elle ne parviendrait jamais à se rappeler précisément le nom, tant la douleur physique et morale de cet épisode l'avait plongée dans une sorte de brouillard mental dont elle ne sortirait que des semaines plus tard. Cette perte, loin de rapprocher le couple comme Kwame l'avait promis, avait au contraire précipité une nouvelle phase de la relation, plus sombre encore que les précédentes. Après la fausse couche, quelque chose avait changé dans le comportement de Kwame. Quelque chose que Camille, avec le recul, décrirait plus tard comme le moment où le masque était définitivement tombé. Les explosions de violence, jusque-là suivies systématiquement de phases de repentir intenses, de cadeaux, de promesses, devinrent plus fréquentes, et les phases de réconciliation, elles, plus courtes et moins sincères. Kwame semblait de moins en moins soucieux de maintenir l'illusion de l'homme aimant qu'il avait su incarner à la perfection durant leur première année ensemble. Il buvait davantage, s'absentait plus longtemps, revenait parfois avec des odeurs de parfum qui n'étaient pas les siennes, sans que Camille, épuisée, ait encore la force ou le courage de poser la moindre question. Elle avait compris sans qu'on ait besoin de le lui dire explicitement que poser des questions revenait invariablement à déclencher une violence dont elle n'avait plus l'énergie de subir les conséquences. Elle avait maigri considérablement durant cette période, son corps épousant les contours d'une angoisse permanente qui ne la quittait plus, même dans le sommeil, souvent interrompue par des cauchemars ou par la peur réelle d'un retour tardif et imprévisible de Kwame. Elle mangeait peu, non par choix délibéré, mais parce que l'anxiété constante lui coupait l'appétit, et parce que, de toute façon, les repas dépendaient entièrement de ce que Kwame rapportait ou autorisait. Yao, le gardien, avait fini par recevoir instruction de ne plus la laisser sortir seule du tout, sous quelque prétexte que ce soit, sauf en cas d'urgence médicale absolue. Camille, désormais, passait ses journées quasi entièrement confinée dans l'enceinte de la maison, un espace qu'elle connaissait par cœur jusqu'à la moindre fissure du carrelage, jusqu'au moindre grincement d'une porte qu'elle pouvait désormais identifier les yeux fermés. C'est à cette période qu'elle avait, pour la première fois, envisagé sérieusement l'idée de s'échapper. Elle avait commencé, avec une prudence extrême, à mettre de côté quelques billets, glisser dans la doublure d'une vieille chaussure qu'elle ne portait jamais, économiser au prix de petits renoncements que Kwame ne remarquait pas un peu moins de sucre acheté, une pièce de monnaie rendue non signalée. Elle avait aussi, profitant d'un moment où Kwame et Yo étaient tous deux absents,
fouillait discrètement la chambre qu'elle savait être celle où Kwame conservait des documents. Elle n'avait pas trouvé son passeport ce jour-là, il était, comme l'enquête le révélerait bien plus tard, dissimulé sous une latte du plancher dans une pièce qu'elle n'avait jamais eu le loisir d'explorer entièrement, mais elle avait trouvé dans un tiroir mal fermé un vieux téléphone qu'elle connaissait pas. En l'allumant, avec des mains tremblantes de peur d'être surprise, elle avait découvert une série de messages menaçants adressés à une femme dont le prénom Aminata ne lui disait rien. Des messages d'un ton glaçant où l'on retrouvait, avec une précision presque clinique, le même vocabulaire, les mêmes tournures de phrases que celles employées par Kwame lorsqu'il l'insultait elle-même lors de ses colères. « Tu ne partiras pas, tu m'appartiens. Si tu essaies, tu le regretteras. » Camille avait reposé le téléphone exactement où elle l'avait trouvé, le cœur battant si violemment qu'elle avait craint, l'espace d'un instant, que Kwame puisse l'entendre depuis la rue. Cette découverte, aussi terrifiante fut-elle, avait aussi agi comme un déclic. Elle n'était pas la première. Il y avait eu, avant elle, au moins une autre femme, être plusieurs, ayant vécu une version différente mais fondamentalement similaire de ce cauchemar. Cette nuit-là, allongée à côté d'un homme endormi qui, quelques heures plus tôt, l'avait giflé pour avoir, disait-il, répondu avec un ton insolent, Camille avait pris, en silence, la décision de survivre à tout prix, même si elle ne savait pas encore comment. Adjoa Owusu, la voisine, avait fini par franchir le pas qu'elle hésitait à franchir depuis des mois. Un soir particulièrement bruyant, où les cris provenant de la maison voisine avaient été suivis d'un silence si soudain et si complet qu'il lui avait paru pire que le vacarme lui-même, elle avait pris la décision de se rendre, dès le lendemain matin, au commissariat le plus proche. Elle y avait été reçue par l'inspecteur Kofi Azante, un policier d'une quarantaine d'années réputé, dans ce commissariat, pour sa rigueur et pour une sensibilité particulière aux affaires de violence domestique, sujet auquel il s'était formé après avoir lui-même, enfant, été témoin de violences conjugales au sein de sa propre famille. Adjoa lui avait raconté ce qu'elle savait. Les cris, les bruits sourds, la femme aux lunettes de soleil un jour de ciel couvert, le gardien qui ne la quittait jamais des yeux au marché, l'absence quasi totale de sortie de cette femme blanche, que tout le quartier savait être là, sans que personne ne l'ait jamais vraiment vue circuler librement. L'inspecteur Azante avait pris cette déposition avec le sérieux qu'elle méritait, mais avait aussi expliqué à Adjoa, avec une honnêteté professionnelle qu'il jugeait nécessaire, les limites de ce que une simple suspicion de voisinage permettait légalement d'entreprendre. Sans plainte formelle de la victime elle-même, sans preuve tangible d'un crime en cours, une intervention policière directe risquait de se heurter à un mur juridique, voire de mettre en danger la personne que l'on cherchait précisément à protéger si celle-ci, sous emprise, choisissait de nier tout problème devant les autorités par peur des représailles. Ces affaires de contrôle coercitif sont parmi les plus difficiles à prouver, avait expliqué l'inspecteur à Adjoa. L'isolement n'est pas un accident. C'est l'objectif recherché depuis le premier jour. Et tant que la victime elle-même ne peut pas ou n'ose pas parler, nous avons les mains largement liées. Néanmoins, l'inspecteur avait pris note de l'adresse, avait discrètement demandé à une patrouille de passer plus régulièrement dans le quartier, sous couvert de ronde de routine, et avait ouvert un dossier de surveillance préliminaire, geste modeste, mais qui allait s'avérer, des mois plus tard, décisif. C'est à peu près à cette même période que survint l'événement qui allait faire basculer le cours de cette histoire. Une caméra de sécurité installée par un voisin, quelques maisons plus loin, dans le cadre d'un système de vidéosurveillance de quartier financé collectivement, avait filmé, sans que personne ne s'en aperçoive immédiatement, une scène qui allait devenir cruciale. Kwame, un soir, empêchant physiquement Camille de franchir le portail de la propriété, la ramenant de force à l'intérieur alors qu'elle semblait, sur les images, tenter désespérément de s'échapper. Le propriétaire de cette caméra, un commerçant du quartier qui ne connaissait ni Camille ni Kwame personnellement, avait visionné cette séquence par hasard, plusieurs semaines après son enregistrement, en cherchant à identifier l'auteur d'un vol de véhicule survenu dans la rue. En voyant cette scène troublante et sans lien avec le vol recherché, il avait hésité, puis avait fini par se souvenir de la déposition d'Adjoa Owusu dont la rumeur avait circulé dans le voisinage. Il avait alors décidé, avec une prudence extrême par crainte de représailles, d'envoyer anonymement un extrait de cette vidéo, ainsi qu'une photographie qu'il avait pu obtenir, par un intermédiaire celle de Camille, amaigrie, le regard vide, aperçue un bref instant par la fenêtre du véhicule de Kwame, à une adresse qu'il avait fini par retrouver grâce à un ancien contact commercial ayant eu affaire à Kwame par le passé, celle de Marion Rousseau, en France,
Marion avait reçu ce message un soir ordinaire, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, n'ayant plus de nouvelles réelles de sa nièce depuis près de 2 mois. La photographie, granuleuse, mal cadrée, montrait pourtant sans ambiguïté possible une femme qui ne ressemblait plus à celle qu'elle avait connue. Les joues creusées, les yeux cernés d'une fatigue presque animale, un regard qui semblait chercher quelque chose au loin sans jamais le trouver. Marion avait immédiatement compris que ce qu'elle redoutait depuis 3 ans, sans jamais parvenir à le nommer précisément, était en train de se confirmer sous ses yeux. Elle n'avait pas dormi cette nuit-là. Dès le lendemain matin, elle avait contacté le consulat de France à Accra, exigeant une intervention immédiate, brandissant cette photographie comme la preuve tangible qu'elle n'avait jamais pu obtenir jusque-là. Le consul Étienne Vidal, un homme d'une quarantaine d'années habitué aux dossiers sensibles de ressortissants français en difficulté à l'étranger, avait pris cette alerte au sérieux dès la première lecture. Il avait immédiatement contacté ses homologues de la police ghanéenne, transmettant à l'inspecteur Kofi Assante, qui possédait déjà, sans le savoir précisément relié à cette même affaire, un dossier de surveillance préliminaire sur cette adresse, l'ensemble des éléments reçus, la coïncidence de ces 2 fils d'enquête. L'un né de la vigilance d'une voisine et d'un commerçant anonyme, l'autre de la persévérance obstinée d'une tante refusant d'abandonner sa nièce, allait enfin permettre ce que 3 années de silence n'avaient pas réussi à provoquer, une intervention concrète, coordonnée et surtout rapide. L'inspecteur Kofi Assante avait obtenu, en l'espace de quelques jours seulement, une rapidité inhabituelle pour ce type de dossier, justifiée par l'urgence perçue au vu de la photographie transmise l'autorisation légale de procéder à une perquisition au domicile de Kwame Mensah Boateng, sous le motif officiel de séquestration présumée d'une ressortissante étrangère. L'opération avait été menée un matin, à une heure choisie précisément parce que Kwame, selon les informations recueillies par la surveillance discrète mise en place les jours précédents, avait pour habitude de s'absenter tôt pour ce qu'il appelait ses rendez-vous d'affaires, laissant Camille seule avec Yao, le gardien. Lorsque les policiers ghanéens, accompagnés d'un représentant du consulat français, s'étaient présentés au portail de la propriété, Yao, visiblement dépassé par la situation et manifestement peu préparé à affronter une intervention officielle, n'avait opposé qu'une résistance minime avant de laisser entrer les forces de l'ordre. Camille avait été retrouvée dans une pièce du fond de la maison, une pièce sans réelle fenêtre extérieure, où elle avait pris l'habitude de se réfugier lorsque la tension montait. Les témoignages recueillis ce jour-là par l'inspecteur Assante décrivaient une femme d'abord terrifiée par cette irruption soudaine, incapable dans un premier temps de comprendre que ces hommes en uniforme n'étaient pas venus pour l'arrêter elle, mais pour la sortir de là. Il lui avait fallu de longues minutes, assise sur le sol de cette pièce, avant de comprendre pleinement ce qui se passait, avant que les larmes ne remplacent la stupeur, avant qu'elle ne prononce, d'une voix presque méconnaissable, tant elle avait peu eu l'occasion de parler librement ces derniers mois, les premiers mots adressés directement à une autorité extérieure depuis près de 3 ans. Il a mon passeport, il l'a caché quelque part. La perquisition qui avait suivi avait permis de retrouver effectivement le passeport de Camille dissimulé sous une latte de plancher disjointe dans une chambre attenante, exactement comme l'enquête le confirmerait plus tard dans son intégralité. On y avait également retrouvé le vieux téléphone contenant les messages menaçants adressés à cette femme prénommée Aminata, dont l'identité complète serait établie ultérieurement, révélant qu'elle avait, elle aussi, quelques années auparavant, subi un schéma de manipulation similaire de la part de Kwame, avant de parvenir, on ne sait comment, à s'enfuir du pays sans jamais porter plainte, probablement par peur, ou par honte, ou simplement par épuisement psychologique. Kwame Mensah Boateng avait été interpellé le jour même, alors qu'il rentrait vers midi, ignorant tout de l'opération qui venait de se dérouler en son absence. Il n'avait opposé aucune résistance physique lors de son arrestation, se contentant, selon les rapports de police, de répéter inlassablement qu'il s'agissait d'un malentendu, que Camille était libre de partir quand elle le voulait, qu'elle était sa compagne et non sa prisonnière. Camille, quant à elle, avait été prise en charge médicalement dès les premières heures suivant son extraction de la maison, un examen révélant un état de dénutrition avancé, plusieurs traces de contusion à différents stades de cicatrisation, témoignant d'une répétition des violences sur une longue période, ainsi qu'un état psychologique que les médecins qualifieraient, dans les jours suivants, de syndrome de stress post-traumatique complexe, exacerbé par l'isolement prolongé et l'intensité de l'emprise subie. Le consul Étienne Vidal avait personnellement supervisé les démarches administratives d'urgence, permettant à Camille de recouvrer un document de voyage temporaire, son passeport original étant conservé comme pièce à conviction dans le cadre de l'enquête en cours.
Il l'avait accompagnée quelques jours plus tard jusqu'à l'aéroport où Marion Rousseau, prévenue en urgence, avait pris le premier vol disponible pour venir la chercher elle-même sur place, plutôt que d'attendre son retour en France, geste que Camille, dans les mois suivants, décrirait comme l'un des plus bouleversants de toute cette épreuve. Le procès de Kwame Mensah Boateng s'était ouvert plusieurs mois après son arrestation, devant un tribunal d'Accra, suivi avec une attention particulière par les médias ghanéens et français, sensibles à cette affaire qui touchait à la fois aux questions de violence conjugale, de traite déguisée sous couvert de relations amoureuses et de responsabilité internationale face à des schémas de manipulation transfrontaliers. Camille avait dû, pour les besoins de la procédure, revenir témoigner en personne à Accra. Une épreuve qu'elle avait redoutée pendant des semaines, terrifiée à l'idée de revoir Kwame, même dans l'enceinte sécurisée d'un tribunal, entourée de gardes et de sa tante Marion, restée à ses côtés durant tout le déplacement. À la barre, Camille avait décrit, d'une voix d'abord tremblante puis progressivement affermie, les 3 années qu'elle venait de vivre. L'amour intense des débuts, la confiscation graduelle de son passeport, de son argent, de sa liberté, les violences répétées, l'isolement méthodique orchestré par un homme qu'elle avait aimé sincèrement et qui avait su transformer cet amour en instrument de contrôle absolu. L'avocat de la défense avait tenté, selon une stratégie classique dans ce type de dossier, de présenter Camille comme une femme adulte et consentante, ayant elle-même choisi de venir s'installer au Ghana, ayant elle-même choisi de rester malgré les mises en garde de sa famille, suggérant implicitement qu'elle portait une part de responsabilité dans ce qui lui était arrivé. L'inspecteur Kofi Assante, appelé à témoigner en tant qu'enquêteur principal, avait alors prononcé une phrase qui serait largement reprise par la presse dans les jours suivant l'audience. Pour les profils de contrôle coercitif, l'isolement n'est pas une conséquence, c'est l'objectif. Il avait détaillé, avec la précision méthodique qui caractérisait son travail, comment chaque étape du processus, la confiscation du passeport, l'éloignement géographique vers une maison isolée, la privation progressive de ressources financières propres, la coupure méthodique des liens familiaux et amicaux correspondait à un schéma reconnu de violence coercitive, indépendamment du fait que Camille ait, en apparence, consenti à chacune de ces étapes prises isolément. Les preuves matérielles présentées lors du procès s'étaient révélées accablantes. Le passeport retrouvé sous le plancher, les messages menaçants découverts sur le téléphone caché, les images de la caméra de vidéosurveillance montrant Kwame empêchant physiquement Camille de franchir le portail. Le témoignage d'Adjoa Oussou décrivant les cris entendus à travers les murs pendant des mois, et surtout le témoignage, obtenu après plusieurs semaines de recherche menées par l'inspecteur Assante, d'Aminata elle-même, la femme dont les messages menaçants avaient été retrouvés, qui avait accepté, après une longue hésitation, de venir confirmer avoir vécu, plusieurs années auparavant, un schéma de manipulation et de contrôle financier similaire de la part du même homme, avant de parvenir à quitter le pays sans jamais avoir eu le courage de porter plainte à l'époque. Le verdict était tombé après plusieurs semaines de délibération. Kwame Mensah Boateng avait été reconnu coupable de séquestration, de violences volontaires répétées et de menaces graves, et condamné à 14 années d'emprisonnement ferme. Camille, présente dans la salle au moment du verdict, n'avait ressenti, selon ses propres mots livrés plus tard, ni triomphe, ni soulagement total, mais une forme d'apaisement partiel, la reconnaissance officielle et publique de ce qu'elle avait enduré, après 3 années, durant lesquelles sa propre réalité lui avait si souvent été retournée contre elle-même qu'elle avait fini par douter de sa propre perception des événements. Camille Rousseau vit aujourd'hui chez sa tante Marion dans un appartement lumineux non loin de Grenoble où elle a entamé un long travail thérapeutique auprès d'une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés à l'emprise et au contrôle coercitif. Elle ne travaille plus dans l'enseignement pour l'instant, mais envisage, selon ses propres mots, d'y revenir un jour quand elle se sentira suffisamment reconstruite pour reprendre une classe d'enfants avec la même patience et la même chaleur qui la caractérisait avant son départ pour le Ghana. Les nuits restent difficiles. Les bruits soudains, les portes qui claquent, certaines intonations de voix masculine peuvent encore, plusieurs mois après son retour, déclencher chez elle une panique disproportionnée dont elle apprend, petit à petit, avec l'aide de sa thérapeute, à comprendre et à apprivoiser l'origine. Marion, de son côté, ne quitte presque plus sa nièce. Ayant réorganisé une grande partie de sa propre existence autour de cette reconstruction commune,
refusant de considérer cela comme un sacrifice, mais plutôt comme la continuité naturelle d'un lien qu'elle avait toujours su, au fond d'elle-même, indispensable à préserver coûte que coûte. L'histoire de Camille Rousseau illustre, avec une clarté à la fois bouleversante et instructive, la mécanique précise du contrôle coercitif, une intensité amoureuse initiale qui semble combler un vide réel, un isolement géographique et social qui se construit progressivement sous couvert de circonstances anodines, une dépendance financière soigneusement orchestrée et une violence qui s'installe par paliers, chacun d'entre eux paraissant, sur le moment, moins grave que ce qui suivra. Les signaux existent, souvent identifiables rétrospectivement. La confiscation d'un document d'identité sous prétexte de sécurité, l'éloignement progressif de la famille et des amis, le contrôle de l'argent et des communications, l'alternance entre violence et repentir excessif, l'isolement géographique, loin de tout réseau de soutien. Reconnaître ces signaux, chez soi ou chez une personne proche, constitue souvent la première étape vers une intervention qui peut, comme ce fut le cas pour Camille, arriver à temps parfois grâce à l'obstination silencieuse d'une tante qui refuse d'abandonner, parfois grâce à la vigilance d'une voisine qui ose enfin parler, parfois grâce à un inconnu qui choisit, au péril de sa propre tranquillité, de transmettre une simple photographie qui changera tout. Si cette histoire vous a marqué, sachez qu'il existe toujours un chemin vers la sortie, même lorsque celui-ci semble, de l'intérieur, complètement invisible.